Merci beaucoup. Je dois vous dire que des fois, je bafouille un peu. Je sais faire mettre les images un à un, mais parler, des fois, c'est un peu difficile. Donc, excusez-moi si parfois, je bafouille un peu. Voilà. euh, je vais d'abord remercier Madame Eliane Jonason pour cette initiative, qui on en a parlé, et puis après, et je vais remercier aussi, bien sûr, Thiour et André Manaten, et puis le musée, et puis tous les gens qui ont participé à ça, et puis aussi le réalisateur Kopeta Lajafmandim qui est là, hein, et puis je vais aussi remercier euh, un futur historien malgache qui est là aussi, il est là. Il s'appelle Rakut Marala Janrina, il est là. Donc voilà. Et puis je vous remercie beaucoup d'être venus très nombreux. Voilà. Euh, pour commencer, c'est vrai que quand j'ai intitulé cette rencontre quand l'histoire rencontre le cinéma, euh, c'est un peu spécial. Ce n'est pas, par exemple, l'histoire de la novelle ou de la Schwerne qui est mise au cinéma. C'est plutôt, et plus précisément aujourd'hui, en fait, mon histoire. Comment mon histoire, comment, comment mon histoire a rencontré le cinéma. Donc, je suis désolé, il y a un problème. Voilà. Donc, comme j'ai dit que image, le mot image, c'est l'anagramme de magie. Et donc, je m'étais dit, comment donc cette magie de l'image, comment j'ai rencontré et rentré dans moi. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc je vous raconte, je vais tout vous raconter aujourd'hui, peut-être pas tout, mais bon, en tout cas une partie. Donc quand j'étais jeune homme à l'école, je faisais beaucoup l'école buissonnière. Hein. Bon, les parents n'étaient pas contents, mais bon, il fallait bien. Mais quand je faisais l'école buissonnière, j'étais avec des amis et on était dans les tanbals là-bas et on regardait les nuages. Et c'est là, en regardant les nuages, on s'est dit voilà, il y a un. Tiens, là, c'est un mouton. Non, là, c'est pas un mouton, c'est un lion et tout ça. Et donc, cette idée de construire et de voir l'image, en fait, l'image, c'était comme un grand écran et l'image. Et quand j'ai vu la première fois un film, c'est-à-dire, bon, j'étais encore tout jeune, mais je me souviens très bien de ce film, il s'appelait Les Contes de la Lune Vague après la pluie, d'un réalisateur japonais qui s'appelle Mizoguchi. Et j'ai dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, c'est comme ça, en fait, que l'image, enfin, petit à petit, est rentrée dans ma tête, est rentrée dans cette idée que si j'allais écrire ou faire quelque chose, c'est avec l'image que je vais le faire. Et donc histoire. Et donc, voilà, donc après le bac, après le baccalauréat, donc j'ai fait un concours pour faire une école supérieure de commerce en France. Et j'ai gagné le concours. Et donc j'ai eu une bourse pour faire une école supérieure de commerce en France. Et donc je suis arrivé en France et j'ai laissé tomber l'école de commerce et je suis rentré dans l'école de cinéma. Bon, personne n'était content, mais bon, mes parents, vraiment, personne n'était content, quoi. Et donc, et bien sûr, bon, la bourse, elle est partie en vrille, quoi. Donc j'avais plus de bourse. Et donc j'ai commencé à travailler. Et donc, à travailler en tant qu'étudiant et travailler au département cinéma, quoi. Et donc, mais j'ai fait tout plein de boulot. Je me souviens qu'à un moment, je transportais des robes de mariée dans des cartons. Et puis, j'étais nounou aussi. J'ai gardé des enfants. Comme tous les étudiants, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que donc la première partie de mon histoire. D'accord? Bon, maintenant, on va rentrer
on va entrer un peu dans le vif du sujet de mon histoire, c'est qu'on va en parler de Tabatab. D'accord ? On va passer à l'extrait. Masaka vik sy masaka. Masaka toy. Sy masaka ty. Masaka toy. Sy masaka ty. Ndara andramana zay. Masaka ino aketo. Qu'on appelle le chef du village. J'ai une communication très importante à lui faire. Ai jeune chef Noro. Ai jeune chef Noro. Bon, qu'on appelle l'instituteur alors. Annonce branché. Mais enfin, c'est ça le village? Où sont les autres? Ningazav nimretra tamina tête. Lâche un message, monsieur le chef de canton. Monsieur le chef de canton, il dit qu'ils sont au taf. Ou ta vie? Je croyais avoir déjà dit que cette pratique est interdite. C'est mauvais pour le sol. Si vous brûlez la forêt, les sols ne tiennent plus. La pluie les emporte. D'abord, vous devez cultiver du café. Rarana tav. Tsy firin'ny fanjakana zay mandoro ny ala. Pour récompenser les peuples coloniaux qui ont combattu à ses côtés, la France, notre mère patrie, a décidé de se montrer généreuse et compréhensive. Je suis venu pour vous faire voter, pour vous faire élire vos députés à la Chambre de Paris. Asina taratasy ato anaty boaty. Taratasy agnatin'ny boaty mitovy-rivotra amin'ny atiala. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit vive la France. Voilà, c'est de l'histoire, non? Voilà. Donc, on va passer à Tabatab. Tabatab, donc, la jeunesse de Tabatab, c'était très simple. Enfin, très simple. En même temps, très simple. La jeunesse de Tabatab, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, mais de toute façon, un jour, on va le présenter à l'université avec Madame Eliante. Mais bon. La jeunesse de Tabatab, en fait, c'était venu de mon grand-père. Et mon grand-père, un jour, bon, j'avais 11, 12 ans. Mon grand-père, il a réuni ses petits-enfants. On était sur une natte, là. Il a dit, voilà, on va vous parler de 1947. Bon, ok, d'accord, 1947. Bon, on ne savait pas vraiment, mais bon, 1947. Donc, on était là, assis. Et puis, on a amené une chaise devant. Donc, nous, on pensait que c'était pour lui, quoi. Lui, il allait s'asseoir dessus et nous raconter 1947. En fait, on était très étonnés parce qu'il a amené un homme, un homme qu'on a transporté et qu'on a posé dessus. Bon, enfant, on dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne marche pas? Non. Et en fait, cet homme a raconté son histoire. Donc, il faisait partie des rebelles. Surpris dans la forêt par l'armée française, et l'armée française formée par des soldats sénégalais, et ils ont tué tout le monde. Et lui, ils l'ont laissé aussi pour mort parce qu'il était blessé, tout ça. Et je me souviens très très bien
ce qu'il avait dit, et c'est ça qui m'a fait, comme si c'était une espèce de gifle dans ma tête à 12 ans. Il a dit, voilà, ils ont pensé que j'étais mort, mais en fait, je n'étais pas mort. Et la phrase la plus terrible, c'est qu'il a dit, voilà, j'ai rampé dans la forêt et j'ai mâché des feuilles comme les singes, hein, et j'ai mis sur mes blessures. Et quelques semaines après, les villageois m'ont retrouvé. Voilà. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être un message de son histoire qui a passé dans mon histoire. Donc, je dis que si je faisais un film un jour, c'était ce film-là que je ferais d'abord. Et donc, après les études de cinéma, je suis revenu à Madagascar et je suis allé dans le pays de Lukung là-bas, Manapajan et tout ça, et j'ai interrogé les vieux et j'ai écrit le scénario de Tabatab. Donc après le scénario, donc j'ai trouvé un producteur en France et j'ai eu ce qu'on appelle en France à l'époque, c'est ce qu'on appelle, c'était beaucoup d'argent pour faire le film. Et c'était ce qu'on appelle l'aide directe des affaires étrangères françaises. C'est un peu une aide culturelle française par rapport à la culture des pays africains, malgaches et tout ça. Donc j'ai eu cette aide. C'était assez conséquent comme argent. Donc on a fait le film, on a commencé le film avec cet argent. Et ce qui s'est passé, c'est que donc on a commencé à tourner, préparer. On a commencé à tourner. Au bout d'une semaine, comme on tournait très loin d'un téléphone pour Paris, personne ne savait, mais il y a un assistant qui est allé à Fénarantsu, c'était plusieurs kilomètres, très, très loin, et il est allé à Fénarantsu et pour téléphoner à sa copine, et sa copine m'a dit, tu sais que tu n'as jamais été payé? J'ai dit, ah bon? Tu n'as jamais été payé? C'était un assistant français, tu n'as jamais été payé? Ah bon? Tu n'as jamais été payé? Et donc après, en fait, on a su que l'ambassadeur de France, Alain Brie, qui était à Madagascar, a envoyé une lettre aux affaires étrangères françaises en disant mais comment est-ce possible que la France aide un film qui va parler de 1947, c'est-à-dire donc un film contre la France. En fait, ils ont retiré l'argent, tout l'argent, et donc il n'y avait plus rien du tout. Et donc en sachant ça, tous les techniciens, parce qu'il y avait 50% de techniciens français et malgaches, les techniciens français ont dit Raymond, on n'y peut rien, hein, on va rentrer chez nous, quoi. Si on n'est pas payé, on rentre chez nous. Et ils sont rentrés, parce que comme ils avaient dit leur tour, ils sont rentrés. Et j'étais là-bas à côté de Ranmafan, dans mon village, là. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais et tout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout le matériel qu'on avait ramené par conteneur et tout ça, je l'ai mis dans une maison, et avec je me souviens bien, avec des trucs anti-humidité, là, parce que comme c'était humide, donc anti-humidité, et j'ai fermé la maison et j'ai pris ma clé dans ma poche, et je suis rentré à Tana, et après je suis revenu à Paris. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Il me dit, le matériel, tu as laissé là-bas? J'ai dit, mais oui, bien sûr. C'était un peu comme, pour moi, c'était un otage, en fait. Je voulais faire quelque chose d'otage. Je suis assez indiscipliné comme garçon. Hein. Donc après, le producteur, Jacques Leglou, paix à son âme, il a recherché de l'argent, donc après, il a trouvé la 7 Arte, donc Arte, Canal+, il a trouvé de l'argent en Suisse, et 5 mois après, on est revenu avec une nouvelle équipe, continuer le film Tabatab. J'ai ouvert la porte et tout, avec le matériel, on a tourné, tout tranquille, hein, et donc on a fini le film, après un certain temps, on a fini le film et tout ça, et après, il fallait amener le film en France. Donc il y avait des problèmes d'avion et tout, des trucs comme ça. Et comme on connaissait quand même quelqu'un qui était à l'ambassade de France, hein, et il a dit ok, on va mettre ça dans la valise diplomatique, tous les rushs dans la valise diplomatique. Et c'est comme ça que le film est arrivé en France, développé et tout. Et après, j'ai fait le montage en France et tout ça. Et
Et mon producteur a dit, voilà, on va le présenter au Festival de Cannes. Je ne connaissais rien, moi, le Festival de Cannes. À l'époque, j'étais genou et tout ça, là. C'est lui. Et donc, ok, d'accord, moi je vais bien et tout ça. Et il a dit, bon, ok, on va appeler les sélectionneurs et puis ils vont regarder le film. Et d'accord, bon, on était dans la salle. Et le film, comme il n'était pas encore vraiment mixé, j'étais dans la salle donc avec les sélectionneurs parce que il fallait que je me cache parce que c'était interdit que le réalisateur regarde le film avec les sélectionneurs. Et donc je faisais comment on appelle ça, je faisais donc un peu le mixage des sons et tout ça à la projection du film. Et après la projection, Pierre-Henri Delot, il s'appelle, c'était le directeur de la quinzaine des réalisateurs. Parce que c'était la quinzaine des réalisateurs, c'est plutôt pour les films d'auteur, et c'était plutôt un film d'auteur. Donc c'était pas la sélection officielle et tout ça. Et donc il a dit, ouais, très bien, on va prendre le film. Et il a dit, quand est-ce que je peux rencontrer le réalisateur? Et Jacques Le Gall a dit, il est là. Et je dis, bonjour monsieur, bonjour. Ah, très bien, merci, c'est très bien. On aime bien votre film, on va l'amener à Cannes. J'ai dit, merci. J'ai dit, merci. J'ai dit, oui, ok. Et il a dit, je vous remercie. Hein. Et puis, peut-être, j'ai dit, un de ces jours, peut-être, moi, je vais rentrer dans ça. Il dit, non. Vous êtes obligé de venir avec nous à Cannes. J'ai dit, ah bon? Et voilà. Et donc, Tabatab était à Cannes. Il était donc à la quinzaine de réalisateurs. Il a eu le prix du public de la ville de Cannes. Et puis après, il a fait d'autres festivals où il y a eu plein de prix. Prix du jury Tormina. Hein. Dans le jury, il y avait un monsieur que je ne connaissais pas, mais que j'ai connu après. Il s'appelait Zulowski, dans le jury. Et Zulowski, il me cherchait partout. Mais c'est qui, le réalisateur et ça? Et Zulowski, en fait, il est venu, il m'a félicité et tout ça. Et je me souviens, Zulowski, il était avec une très belle femme. Comme d'hab, et c'est qui? Et on m'a dit, elle s'appelle Sophie Marceau. Ah bon. Voilà. Et après Tabatab a eu aussi le prix de la première œuvre à au Festival de Carthage. Voilà l'histoire de Tabatab. Je sais pas. On va passer à la suite. Hein. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Hein. On va à la suite. Mitendrombohitra ny manoana ny lanitra eto amin'ity toerana ity no anendren'ny rasana ny fiainan'ny olombelona. Efa fantatro fa ho avy ialahy. Avelao tsy tia hitanao intsony aho leo an'ity fiainana fefafakalany ty andeha Si tsy manana zo manao zany ialahy. Tsy afaka mandeha tsony ialahy. Manomboka miala ny tenany ialahy ny fahakalana. Nefa eto dia tsy mana-tsafidy tsony ialahy. Kanoza ialahy. Hatramin'ny segondra voalohan'ny ainany ialahy nefa nitadiavin'ireo vonoana ialahy. Ary toizany hatramin'ny farafofona iny ialahy zany. Nefa ialahy dia mbola mitsitsy azy ireo. Jereo angety ialahy kapile. Tsinotsino. Na ny anarany ialahy dia anarak'ilema. Ompiten'ireo olon'ireo ny tenany ialahy. Ka tsipy no vira virain'ny ambody. Ny fanahany ialahy mangiry kosa. Dia ireny iny ivony taona. Voafandrika tahaka ny biby voaratra. Izay tsy mahalala ny hafaty azy akory.
Quand les étoiles rencontrent la mer. Quand les étoiles rencontrent la mer, en fait, l'histoire, puisqu'on parle d'histoire aujourd'hui, c'est ça, oui, c'est vrai. L'histoire tabatable, c'est que l'histoire de Quand les étoiles, c'est que, en fait, mon grand-père et ma grand-mère habitaient dans un village très loin là-bas, en Vaud là-bas. Et dans ce village, les gens, il y a une chose, c'est qu'ils ne croient pas au hasard. Vraiment, c'était terrible, c'est que toutes les choses ont un sens pour eux, toutes les choses ont un sens. Et donc, un jour, il y a très longtemps, on a entendu qu'il avait un enfant qui était mort, piétiné par des ébus, parce qu'ils l'ont mis dans le parc à bœufs, parce qu'il y avait une éclipse, et ce jour-là, et comme il est né ce jour-là, et ils l'ont mis dans un parc à bœufs pour conjurer le sort. Et en fait, il a été piétiné, quoi. Et je m'étais dit, mais c'est terrible. Comment est-ce que la non-croyance du hasard peut-il l'amener à la mort, hein? Comment la non-croyance du hasard. Et donc, j'ai commencé à écrire ce film un peu en pensant à ce garçon. En pensant à ce garçon, je m'étais dit que c'était à son hommage et que peut-être que s'il avait vécu, c'était peut-être son histoire. Et pourquoi est-ce que j'ai appelé ce film Quand les étoiles rencontrent la mer? C'est parce que comme on ne croit pas au hasard, quand les Malgaches ne croient pas au hasard, donc si jamais les étoiles rencontraient la mer, ce serait peut-être la fin du monde. Voilà, c'est l'image de Quand les étoiles rencontrent la mer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, mais bon, j'aime bien mes films en fait. Et non, parce que comme je revois cet extrait-là, ça a été assez difficile parce qu'en fait, quand il n'y avait on n'a pas vraiment d'acteurs professionnels ici, et donc j'ai pris tous ces gens-là, je les ai préparés pendant à peu près 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, je les ai appris à comment jouer, comment être devant la caméra, comment regarder au loin quand on est tout près, comment plein de choses. Et donc, je me souviens que quand on avait tourné cette scène, on avait peut-être répété, je sais pas, non, pas 50 fois, mais on dit 25, quoi. 25 fois, quoi. Voilà. Donc, voilà Quand les étoiles rencontrent la mer. Et il a été aussi sélectionné au Festival de Cannes dans la sélection Cannes Junior. Mais il n'y avait pas de prix dans les Cannes Junior, donc il n'a pas eu de prix. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Hein. Après, si vous avez des questions, hein, on pourra en parler longuement et tout ça.
Voilà, j'ai choisi un peu exprès cette séquence pour l'intituler Histoire. Parce que comme ça, au moins, il y a un peu d'histoire. Donc, Maléo, donc c'est tous, je les ai appelés, mais ils ne sont pas venus. J'avais autre chose à faire. Un concert à droite, à gauche et tout ça. Mais en fait, comme c'est de la même génération que moi, on a presque tout fait ensemble. Enfin, pas, eux, ils étaient en Tirabé, moi j'étais à Tana, mais par exemple en 72, on a dégommé Tsiranan, on a fait toute la... on a fait des manifestations, tout ça, avec eux. On a fait plein de choses avec eux. J'ai suivi les concerts, j'ai suivi les premiers pas des Maléo. Et un jour, il y a un gars qui est venu ici, qui a écouté. Donc les Maléo étaient déjà connus dans tout Madagascar parce qu'ils ont écrit des chansons sur la politique, sur l'amour, sur la vie, sur plein. Et un gars m'a dit un jour, un Français m'a dit, mais les Maléo, c'est un peu comme les Beatles chez vous. J'ai dit oui, c'est comme les Beatles. Et après donc, en discutant avec Dame et tout ça, écoutez, j'ai dit bon voilà les gars, je vais faire un film sur Madagascar, mais à travers vos chansons. Il dit ah bon, et nous alors? Non mais je dis mais oui, mais à travers vos chansons, c'est Madagascar le sujet, pas vous, mais vous serez dedans. Et vous serez dedans quand même, on vous voit, on va vous suivre, parce que comme eux, et ce qui est intéressant dans le groupe, c'était que eux, chacun, ils avaient leur métier. Médecin, Dame était à l'époque, il était député, Charles, il était ceux-là qui faisaient des trucs de campagne, et donc je les ai suivis. Et après, j'ai monté le film par rapport aux chansons de Maléo, par rapport à l'amour, par rapport à l'amour de la vie, par rapport aux difficultés de ce pays. Et c'est comme ça que j'ai monté ce film. C'est un documentaire. Je précise que c'est un documentaire. Je précise qu'un documentaire, c'est prendre les images réelles et fabriquer un film avec les images réelles. Ce n'est pas un documentaire genre voilà le bateau, on monte dans le bateau, on va à la pêche et voilà le poisson. Ça c'est pas un documentaire. C'est un, je sais pas, on appelle ça. Un reportage, non, même pas un reportage, je sais pas. Donc c'était pas ça que je voulais faire. C'était justement prendre des images du réel et raconter la vie par rapport au réel. C'est-à-dire que la différence entre réaliser un film, c'est moi qui construis les images, et là, les construire, je prends les images du réel et construire un film. Aussi, image, magie, réel. Voilà. Donc ça, c'est ça Maléo. Donc Maléo aussi était partout. Il a marché, il était partout aussi en France. Un peu ailleurs et tout ça, il a obtenu 2 prix je crois, mais je ne me souviens plus lesquels, il fallait que je regarde dans les trucs, mais je n'ai pas trouvé. Oui, prix du public au festival documentaire de Groix, et le deuxième c'est prix, je ne me souviens plus, mais il a obtenu 2 prix. Voilà Maléo. Donc après, si vous avez des questions, je peux répondre gentiment.
Donc, on va passer quand même aussi la suite de mon histoire et de l'image et de la magie et de comment construire un film avec ce que qu'on appelle plutôt la narration à l'image et non pas les blablabla, hein. Donc voilà. Donc on va vous passer à une histoire qui s'appelle Le Jardin des Corps. Le Jardin des Corps. Attends, on passe pas encore. Hein, après, on passe après. Hein. On passe après. Je vais vous passer. C'est pas long. Hein, c'est 8 minutes de film. Hein, mais je vais raconter cette histoire. L'histoire du Jardin des Corps, c'est qu'un jour, j'étais à Paris et il y avait une exposition. Et c'était des statues en terre cuite, c'était énorme comme ça. Et c'était des Noubas. Les Noubas, c'est une tribu en Afrique avec plein de colliers du Mapmérine, tu vois. Et donc, vraiment, j'ai trouvé ça très beau. Et puis, je trouvais ça vraiment que ça avait aussi un sens vraiment assez extraordinaire dans comment il fait ça et tout ça. Et j'ai demandé à rencontrer ce monsieur et j'ai mis quand même un bout de temps à le rencontrer, peut-être un mois ou 2, parce qu'il habitait au Sénégal en fait. Un jour je le rencontre et j'ai dit voilà, je voudrais faire un film sur vos statues. Il a dit ah bon ah bon. Et donc oui, alors il m'a dit oui, donc j'ai fait faire une exposition à Paris dans un tel endroit et vous pouvez filmer. Donc on a filmé là. Donc ce film, on l'a construit en 2 nuits. 2 nuits. Donc on a filmé 2 nuits en construction de ce film. Voilà. Donc je vais vous passer le film et après ça sera à vous maintenant. D'accord ? L'homme veut laisser une image, pas seulement d'une manière manuelle. La naissance d'un bébé, la valeur que ça, c'est une des premières créations. Et je me demande à quel point les femmes qui sont stériles sont répudiées, n'entrent pas en ligne de compte dans le fait qu'on veut laisser une image. Devant la sculpture, une personne, et comme on a l'habitude de me le dire, se sentent, comment dirais-je, presque en danger, se disant, tiens, elle va bouger. Si un artiste arrive à tricher, parce que c'est quand même tricher, quelque chose qui est figé et qu'on vient de vous dire, mais c'est tellement vivant, on a l'impression que ça va bouger. Quand on vous dit ça, c'est que, bon, si c'est ce que vous cherchez, vous avez réussi votre coup. Et moi, c'est ce que je cherche. Donc, effectivement, l'image peut passer de la vie à la mort et revenir
à la vie. Le phénomène de la destruction s'est accéléré ces temps-ci. Et ma propre quête, c'est que si j'avais le temps, rien que pour embêter ce qui abrège la vie des hommes, c'est à chaque fois qu'on tue un homme, le remplacer par quelque chose d'autre. C'est-à-dire pas vivant, mais symboliser à sa place l'existence qui a été effacée indûment. L'âme, c'est autre chose. Si j'avais à lui donner une âme à ma sculpture, elle ne serait pas parfaite. Certains ont embelli notre histoire, d'autres l'ont occulté carrément, l'ont gommé, d'autres l'ont complètement noirci. Ça n'a pas arrangé tout le monde que de révéler que l'Afrique n'a pas toujours été telle qu'on la montre maintenant. L'Afrique, sans faire de l'histoire, s'est suffi pendant des millénaires d'elle-même. Et après, on s'est tout de suite retrouvé dépendant et maintenant complètement dominé. C'est cet objectif-là, que ce soit écrivain, sculpteur comme nous et d'autres disciplines, devront avoir en image. C'est qu'à partir de maintenant, on ne pourra plus raconter des histoires. Les ancêtres avaient l'excuse de confier leurs faits et gestes aux griots, aux conteurs et tout. Mais nous, on n'a plus cette excuse.
Il y avait cet enfant parce que Ousmane, c'est pour ça que j'ai appelé ce film Le Jardin des corps. C'est qu'un jour, en discutant comme ça dans un café et tout ça, il m'a dit, j'ai dit mais toutes tes statues là, tu en fais quoi? Il a dit moi, ce qui m'intéresserait vraiment un jour, c'est mettre ce statut comme dans un jardin, un peu comme dans un jardin d'Éden, hein, comme le jardin d'Éden, et que toutes ces statues seront là et qu'un jour ils seront en vie. C'est pour ça que j'ai appelé ce film Le Jardin des corps. Voilà, messieurs, dames, c'est à vous maintenant.